Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Vox Live où nous vous proposons aujourd'hui un éclairage approfondi sur un acteur de la scène politique gabonaise, le général Brice Oligui Nguema, président de la transition au Gabon à la suite du coup d'État qui a mis fin au règne de la famille Bongo. Oligui Nguema s'est imposé comme l'homme fort de Libreville, promettant des réformes profondes et un renouveau politique un an après son arrivée au pouvoir. Quel bilan peut-on dresser de son système de gouvernance? A-t-il tenu ses promesses de changement ou observe-t-on une continuité avec les pratiques du passé? Oligui Nguema incarne-t-il la rupture tant attendue pour le Gabon ou est-il simplement une figure du pouvoir en place? Pour en parler, je suis entourée de Anne-Marie Bendom. Vous êtes journaliste franco-gabonaise. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je me tourne à ma droite. Je suis entourée d'Armand Mouedi. Vous êtes ingénieur en développement entrepreneurial et vice-président au sein du Parti de l'Unité et de la Régénération. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie de cette invitation. Alors, on va commencer en entrant directement dans le vif du sujet. Je me tourne vers vous, Anne-Marie. Beaucoup d'attentes. Quelles étaient les vôtres au moment où Brice Oligui Nguema a pris le pouvoir? Mes attentes au moment où M. Brice Clotaire Oligui Nguema, moi en tant qu'individu, après l'accident de M. Ali Bongo et jusqu'à ce qu'ils annoncent sa troisième candidature à l'élection présidentielle, ma position était claire. J'ai même fait un document pour ça, pour dire moi je ne le soutiens pas. Et je rappelle par avance, néanmoins, que même en étant journaliste, j'étais membre du Parti démocratique gabonais. Donc moi, dès le départ, j'étais contre ce troisième mandat parce que nous n'avions plus un homme qui était capable de gérer son pays. Nous avions devant nous un homme malade qui était devenu une marionnette entre des mains des individus avides de contrôler le Gabon et d'en profiter. Donc, un problème de gouvernance. Un problème de gouvernance, de leadership peut-être altéré à ce moment-là. Armand, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça a représenté, cette accession au pouvoir, cette arrivée au pouvoir du Oligui Nguema? Vous savez, en tant que Gabonais, nous étions tous heureux. Heureux de voir dans l'instant que le pouvoir pouvait passer du système Bongo à un autre système, mais vraiment dans le temps, dans l'instant. Sauf que quelques heures après, parce que malheureusement ça n'a pas mis du temps, on s'est rendu compte rapidement qu'on avait en face de nous une façade. Et dès lors, j'ai envie de vous dire que j'ai eu une joie de courte durée. Donc j'ai même pas eu le temps de faire une analyse en fait du putsch qui venait à peine de se faire. Donc pour moi, on était revenu dans un système où les Gabonais devaient être encore la risée de tout le monde. Alors, je reprends vos termes, Anne-Marie. Vous parliez justement du général comme étant un petit d'Ali Bongo. Au début, son style de gouvernance, il a un petit peu oscillé entre la fermeté militaire, la promesse d'une démocratie. Comment est-ce que vous analysez les balbutiements avant de revenir aujourd'hui sur le bilan de cette gouvernance? Le départ de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, contrairement à mon compatriote, je dirais qu'il ne faut pas se mettre à rêver. Nous avions une classe politique de négociateurs professionnels qui gagnaient leur vie en négociant avec la famille Bongo et qu'en dehors d'une personne du sérail, parce que la garde présidentielle gabonaise est l'arme que détenait le pouvoir en place pour mater les populations, pour les garder presque, je dirais, en joue. Donc quand cette garde-là, un an avant la prise de pouvoir de M. Oligui Nguema, j'ai regardé le défilé de 2023 et ce que j'ai vu, j'ai écrit aussitôt que M. Oligui Nguema avait non seulement la capacité de prendre le pouvoir au Gabon, non seulement il contrôlait la seule armée, la garde présidentielle, qui est vraiment armée pour de vrai, pas pour rigoler, et il avait aussi la capacité financière. Je l'ai écrit un an avant qu'il pouvait prendre le pouvoir. C'est ce qu'il a fait. Il a pris ses responsabilités. Qu'importe aujourd'hui qu'il ait fait pour lui personnellement, pour ses propres intérêts, mais le peuple gabonais a exulté de joie. Nous avons exulté de joie parce que
le pays était dans les mains de Madame Sylvia Bongo Ondimba et de son fils. C'est eux qui géraient le Gabon, qui nommaient les gens, qui faisaient tout pour le Gabon. Monsieur Ali Bongo Ondimba n'était qu'une simple marionnette pendant tout ce temps. Donc, contrairement à mon frère, je dirais que Monsieur Oligui Nguema, qu'importe aujourd'hui ce qu'on peut voir après un an, on voit quand même comment il évolue, mais son action, jusqu'à ce jour, nous, peuple gabonais, nous le saluons. Mais le coup d'État n'était qu'une étape. Armand Mouhidi. Écoutez, moi, l'action, comme je disais tout à l'heure, l'action en elle-même a procuré pour tous les Gabonais, sauf les hypocrites, un sentiment de joie. L'action. Mais, vous savez, parfois l'action, pour certains d'entre nous, est analysée rapidement. Il y en a qui prennent du temps pour caresser l'esprit et rester dans l'élément de l'action. Mais il y en a qui vont rapidement pour se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas, en toute objectivité, vous présenter en fait ce qui avait prévalu à cet instant. Puisque ça fait un an, beaucoup de choses se sont passées, donc je n'ai plus l'analyse en fait, on va dire, subjective de la joie, parce que ça procurait à tout le monde de la joie, il faut se dire la vérité. C'est l'analyse du bilan qui prévaut aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est teinté de ce bilan, malheureusement, qui vient s'appuyer sur la réflexion qu'on va mener. Et donc, pour vous dire vrai, aujourd'hui, quand je regarde à ce qui s'est passé le 30 août, j'ai juste envie de dire que c'était juste pour ça. On aurait pu faire autre chose. Mais l'autre élément de réponse, c'est aussi de dire que le PDG a dressé un boulevard à Oligui Nguema. Il y a eu un boulevard qui a été fait. Et à côté du PDG, on avait des roitelets qui en réalité prenaient des décisions. Et ce qui emmène d'ailleurs certains à se poser la question de savoir est-ce que c'est Oligui Nguema qui a pris la décision, ou c'est d'autres personnes avec lui qui l'ont poussé à le faire. Donc, c'est difficile, en fait, aujourd'hui, d'avoir une analyse objective de la situation du Gabon. Et on va détailler justement tout au long de cette émission les différents enjeux qui s'étaient dressés, donc les priorités de gouvernance, les relations avec l'international, la France, la réforme des institutions. Je voudrais d'abord vous faire réagir. Il y a eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. On a posé la question aux internautes pour savoir ce qu'ils pensaient de ce style d'Oligui Nguema au pouvoir. Je vais vous en lire un et je voudrais avoir après votre réaction. Le général Brice Oligui Nguema défend les intérêts occidentaux, se met beaucoup trop en scène, ne fait aucune rupture avec le système néocolonialiste, ne met aucune mesure en place pour la souveraineté de son pays sur les plans sécuritaires, alimentaires et énergétiques. Moi, je dirais que le style d'Oligui Nguema, pour ma part, c'est le populisme, la fermeté, habité par une ambition de vouloir rester où il est parce qu'il a pris goût. Il est plutôt dans la continuité. Quant aux intérêts du Gabon, je crois que M. Oligui Nguema, dans sa gouvernance, dans ses échanges, dans ce qu'il renvoie au peuple gabonais, il y a une certaine fermeté, parce que quand il intervient, par exemple, on l'a vu sur certains dossiers comme la vente du pétrole, comme le rachat d'Assala, comme la décision qu'il vient de prendre avec la SCG, on se dit, il est là. Au moins, il prend des décisions. C'est un homme engagé. Il prend soin de nous. Il essaie de nous sortir de là. Mais par contre, dès qu'on tourne la tête, on retourne dans les travers d'un système que je connais puisque je suis... C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on vend au petit peuple ce qui va lui faire plaisir, mais derrière tout ça, il y a une telle continuité que sincèrement, on est, je ne dirais même pas déçu, on est tout simplement dégoûté. On est tout simplement dégoûté. Parce qu'entre les nominations copain-copain, copain-coquin,
que le président de la République, puisqu'il a voulu être appelé président de la République, non pas tout simplement le général président du CTRI, chef de l'État, entre les nominations copain-coquin, la fête permanence, la jouissance, je suis là, donc je prends ce qui me plaît. Et puis il y a ce côté aussi de transformer, autant avec la famille Bongo, Ali Bongo n'avait pas trop d'attache avec le village familial de son père. Mais aujourd'hui au Gabon, il ressort une gestion d'un État avec ses deux principautés, c'est-à-dire la principauté du village de naissance de la mère de M. Oligui Nguema, où il a grandi, où il a fait toute sa vie, et le village de son père découvert un peu tardivement. Ce sont deux principautés qui, eux, aujourd'hui, c'est eux qui donnent le là pour tout le Gabon. Et ça, c'est pas ce qu'on attendait du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour moi, à ce niveau-là, on est dans la continuité, dans le favorisme, dans le népotisme et dans je fais ce que je veux. On l'a évoqué. Je vous laisse peut-être répondre d'abord, Armand Ouedi. En fait, moi, le général Oligui Nguema, c'est un illusionniste. Et en tant que tel, il le prouve. Pourquoi ce terme ? Vous savez, pour rappeler ses propres termes, sinon se rapprocher, il parlait d'être un fervent adepte de Machiavel, du prince. Et le principe du prince, l'un des principes du prince, c'était l'illusion, faire croire. D'ailleurs, quand on regarde l'ensemble des chantiers qu'il essaye de mettre partout, il fait croire qu'il y a des travaux qui se font. Sinon, il fait croire qu'on va arriver au terme de ces travaux. Mais vous et moi, nous savons qu'on ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible. Le Gabon, on a... Et c'est sur cet angle-là que moi, je veux pas aller sur la personne physique, parce que tout autant que nous sommes, nous avons des défauts. Mais le Gabon, on avait besoin, en fait, d'un homme capable de venir sur le terrain du développement. Les indicateurs de développement humain, la pauvreté, le chômage, la santé, voilà les problèmes qui intéressent les Gabonais. Que vous ayez 50 femmes, que vous faites ce que vous voulez, que votre père soit je ne sais pas qui, la question, c'est sur le panier de la ménagère. La question, c'est comment se soigner. La question, c'est comment éviter le décrochage scolaire, parce qu'on a un système de décrochage scolaire chez nous qui est juste extraordinaire, malgré que, contrairement à d'autres pays africains, on s'en sort pas mal. Mais les questions sur lesquelles on attendait son excellence Oligui Nguema, c'était sur cette phase-là. Ce n'est pas le népotisme, ce n'est pas la gabégie, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup plus, à part le miroitage des travaux, parce que c'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'il fait miroiter qu'il y a un certain nombre de travaux qui se font. Il fait miroiter parce qu'avant-hier, il s'est réveillé, il s'est rendu compte que la SCG a un problème. C'est qu'avant-hier, alors que c'est des problèmes qui datent de longtemps. Il se réveille en disant, mais la SCG a des dettes. Mais la SCG, tout le monde sait, ou ceux qui veulent savoir, que la SCG, comme beaucoup d'autres entreprises, ont financé l'État gabonais, ont payé les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes chez nous, au Gabon, qui sortent même de la déontologie de gestion. Vous n'avez pas besoin de faire Saint-Cyr pour savoir que, en réalité, voilà les problèmes des Gabonais. Ils veulent juste manger. C'est Maslow qui parlait de la pyramide des besoins. C'est-à-dire qu'on ne s'achète pas un avion quand les gens veulent manger. Et c'est ça le problème. Et qui l'interpelle, par exemple, aujourd'hui, la SCG, qu'est-ce que ça traduit? Mais je vous disais tout à l'heure que pour moi, c'est l'élève, parce qu'il y en a eu tellement de Machiavel, l'illusion. C'est montrer qu'il tape sur la table, qu'il constate comme... C'est-à-dire qu'il se réveille en disant, mais la SCG, vous faites n'importe quoi. Mais la SCG, vous connaissez la SCG. Celui qui est à Matanda, qui est au fin fond de Bitam, il sait exactement comment fonctionne la SCG depuis des années-lumière. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on constate qu'il y a un problème de dysfonctionnement de la SCG. Donc, quand il parle de amis, copains et compagnie, il les connaît. Mais pourquoi il ne les pointe pas du doigt?
Pourquoi il ne dit pas, vous avez détourné de l'argent, cet argent, même si, allez, allons-y du principe que on vit l'instant présent, comme disait Hegel, il faut vivre l'instant présent, mais dans cet instant présent, il y a de l'argent, au lieu d'aller chercher de l'argent dehors, l'argent est sur place. Il faut prendre cet argent et investir, ne pas aller s'endetter, parce que là, aujourd'hui, on s'endette pour engraisser deux pelletroits tendus, passez-moi l'expression, de ces soi-disant, et d'ailleurs on en reviendra, ces soi-disant amis d'armes, qui aujourd'hui deviennent des hommes extrêmement riches. Donc, on en reviendra. Mais pour poursuivre dans sa lancée, je dirais néanmoins, soyons quand même raisonnables. Parce que Oligui Nguema est issu d'un coup d'État. Et dans ce coup d'État, le leitmotiv a été la restauration des institutions. Et ce qui est fait tout autour de ces 2 années était tout simplement de répondre aux besoins urgents des populations, mais le but, c'était de mettre en place, de remettre debout le Gabon. Prioriser peut-être les enjeux. C'est ça leur leitmotiv. Ce n'était pas de venir mettre des compagnies aériennes. On pouvait penser à tout ça, mais pour préparer pour la suite du gouvernement qui viendrait, élu par le peuple, qui peut engager le peuple dans des opérations comme ils le font aujourd'hui. Et je crois que... Et où est-ce qu'on en est justement dans la réforme de ces institutions, la lutte contre la corruption? 1 an plus tard, c'était évidemment, comme vous l'avez dit, dans la suite du cahier des charges, en fait, ce qu'il fallait appliquer. Où est-ce qu'on en est concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? En 1 an, au niveau de la restauration des institutions... Armand Mouidi reviendra vers vous, je vous vois sourire. Je ne sais pas, il y a quand même eu des choses dans la restauration des institutions. La seule chose qu'on retient dans la restauration des institutions, c'est un besoin pour le chef de l'État, le président du CTRI, de mener certaines opérations qui se résument à des opérations de communication. Parce que la restauration des institutions, quand vous-même, excusez-moi de le dire, monsieur Oligui Nguema, quand une société, je veux revenir dessus parce qu'aujourd'hui je me bats pour ça, c'est Webcor ITP. Voilà une société qui a amené l'État gabonais devant les tribunaux. Et voilà une société qui a été déboutée, qu'on a dit l'État gabonais ne vous doit rien. Et voilà que sous la transition, qui doit restaurer les institutions, faire respecter la souveraineté du Gabon, 2 agents publics se lèvent et puis disent à cette société qui a été déboutée devant les tribunaux, leur disent, mais écoutez, nous, vous laissez le truc de Paris, nous, on va vous donner l'équivalent de plus de 70 milliards de francs CFA. Ça dépasse le prix même du fameux hôtel particulier qui a fait tant hurler la diaspora qui se gave désormais au Gabon. Et tout ça, ça passe comme une lettre à la poste. Le chef de l'État, ni le ministre de la Justice, aucun ne se lève pour dire « vous avez des comptes à rendre au peuple gabonais ». Plus de 100 millions d'euros qu'on vient donner comme ça, il n'y a aucune justice, on ne dit rien. Et quand on évoque ça, on a l'impression qu'on demande la lune. La restauration des institutions, la souveraineté gabonaise, le respect de l'état de droit. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, je l'aime bien, mais il vient de bafouer ce pourquoi il s'est levé un beau matin pour nous dire Ali Bongo était mauvais. Dans cette réforme des institutions, 1 an plus tard, est-ce qu'on peut dire que c'est un aveu d'échec ou c'est encore trop tôt? Je me permettrais de dire que, au lieu de dire comité pour la restauration des institutions, on va plutôt dire comité pour la restauration des infrastructures. On a beaucoup plus des entreprises d'infrastructures. C'est même plus le gouvernement qui fait des travaux, c'est le CTRI qui fait des travaux. Vous me direz que le CTRI n'a pas l'expérience, on va dire ça comme ça. Allez, on va leur dire que c'est des nouveaux. Mais franchement, ce n'est pas des institutions qui sont en train de restaurer. Hein. Je vous assure, ce n'est pas des institutions. Parce que quand on voit ce qui se passe au Gabon, ma compatriote vient à peine de sortir un certain nombre de points. C'est juste du gros n'importe quoi. Tout à l'heure, je vous disais que pour moi, Oligui Nguema, c'est un illusionniste. C'est juste faire croire. Parce qu'effectivement, on a annoncé la restauration des institutions. Ça a été annoncé à grande pompe. Hein. On a même dépensé un certain nombre de milliards pour dire qu'on va revoir les institutions. Mais la réalité, c'est quoi?
c'est que simplement, ça a été dit, rien n'est fait. On est beaucoup plus sur les chantiers, sans appel d'offres. Donc il y a 2 PD, 3 tendus, passez-moi l'expression, qui s'engravent, qui prennent de l'argent du contribuable, alors qu'on a un taux de chômage qui est à plus de 40%. On a une pauvreté qui n'est juste pas possible. On a des hôpitaux, d'ailleurs, tout récemment, on a évacué Madame Marie-Joséphine Kama. Pourquoi? Parce que les hôpitaux au Gabon... Mais est-ce qu'un an, c'est pas court, justement? Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis, vous ne pouvez pas. Quand vous arrivez, on a eu le New Deal aux États-Unis, où le président, à l'époque, s'était donné ce qu'on appelle un deadline en fonction des priorités. Vous croyez que les priorités au Gabon, c'est des jets? Vous pensez que les priorités au Gabon, c'est des immeubles? Quand des gens vivent dans des situations de précarité extrême. C'est pas ça les priorités. Vous savez, en mai 2023, il y a eu le plan national de développement, parce qu'au Gabon, figurez-vous que nous sommes à plus de 70% de jeunes. Au Gabon, il y a 70% de jeunes. Ça veut dire que la priorité du président de la République, c'est en réalité de trouver des voies et moyens pour que ces jeunes sortent de l'oisiveté. Voltaire d'ailleurs disait que l'oisiveté est la mère de tous les vices. On ne va pas les tuer, comme ça se passe à Mwanda. L'idée, ce n'est pas de les tuer. L'idée, c'est de les former. L'idée, c'est de les mettre en activité et non de jouer aux zigotos, passez-moi l'expression, à travers le monde. Puisqu'aujourd'hui, quand on se balade, on a 15 personnes qui nous suivent, on a des délégations qui coûtent cher à l'État. Ce n'est pas gratuit tout cet argent. Non, mon cher compatriote, je vais vous couper. On n'a pas 15 personnes qui nous suivent. Les délégations du général président sont, quand c'est raisonnable, nous tournons autour de 60 personnes. Et tout ça, c'est aux frais du contribuable gabonais. Et je voudrais aussi rappeler, dans le bilan politique, qu'on peut dire de la restauration des institutions, quand le chef de l'État, qui est normalement au service du peuple, dit dans la ville de Mwanda, parce que la petite population hurle en disant l'ADG, puisque le seul employeur de la ville de Mwanda, c'est Comilog. Ouais. Et c'est Comilog, c'est l'État dans l'État. Quand les gens disent non, nous c'est pas bon, on ne veut plus du dirigeant de l'ADG de cette entreprise, et que plein de colère, le président, chef de l'État, dit au peuple, la main qui donne est toujours en haut. Donc quand vous vous plaignez, moi ça me rassure que la personne qui est là est la bonne personne. Mais c'est hallucinant. Voilà quelqu'un qui est venu en disant « Je suis venu pour vous » et qui tout à coup estime que lui, sa main est en haut, dont le peuple n'est que portion congrue. C'est ça la gouvernance, c'est ça la restauration des institutions sous M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et de cette vision-là, de cette approche politique, les Gabonais n'en ont pas rêvé et les Gabonais n'en veulent pas. Je voudrais réagir à un autre commentaire d'un internaute. Vous parliez à l'instant des jeunes. L'un des commentaires qui est revenu, c'est qu'il faudrait, dans les demandes de la jeunesse, qu'il y ait plus de formation dans les métiers de l'innovation, un peu comme le Bénin. Mais vous savez, je disais tantôt que quand on regarde les illusionnistes, les CTRI, on se rend compte que ce n'est pas réellement le besoin des Gabonais qui importent plus. C'est dépenser l'argent du contribuable. Parce que c'est bizarre. Hein. Aujourd'hui, on a une bande de guignols qui n'ont pas compris qu'on a des enfants, on a des jeunes, on a 70% de cette population. On parle de 40% de taux de chômage, plus de 40% de taux de chômage. Mais ça, c'est ceux qui sont inscrits. Mais ceux qui sont non inscrits, les invisibles, ces invisibles sont des milliers de Gabonais qui ont besoin simplement d'avoir des passerelles, qui ont besoin d'avoir des systèmes à leur écoute, qui ont besoin d'être accompagnés dans l'activité. Mais pourquoi ne pas réfléchir sur ce sens-là? Pourquoi ils vous diront qu'ils ont créé des centres de formation? À Port-Gentil, par exemple, il y a un centre de formation. Oui, mais le centre de formation ne sert à rien si derrière vous n'avez pas négocié au préalable avec les entreprises capables de les prendre. Donc, il y a peut-être une fiscalité à avoir avec ces entreprises pour les intégrer, pour permettre à ces entreprises de pouvoir les intégrer. Donc, ce n'est pas tant juste la formation, c'est tout le process. Ils nous ont sorti l'accompagnement au véhicule de taxi, au taxi. Vous vous imaginez quelqu'un qui vit dans un coin
passez-moi l'expression pourrie de Libreville, qui a du mal à se nourrir, et qu'on va demander, bah, écoutez, pour ce véhicule, vous avez besoin de 1 500 €, disons 1 million. 1 million pour pouvoir prendre le véhicule. Mais jamais il va prendre ce véhicule. Il n'a même pas 1000 francs sur lui. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte, lui? C'est pas possible. Donc, pour moi, je pense qu'on a affaire à des hommes d'affaires. La politique, vous savez, la politique, je pense que la politique, comme disait Voltaire, c'est se mettre au service des autres. On ne peut pas dire qu'on veut faire de la politique si on n'est pas capable de servir les autres. Et ceux-là, nos militaires, ce n'est pas des militaires, c'est des chefs d'entreprise, c'est tous des chefs d'entreprise. En réalité, ils devraient faire créer des entreprises et sortir de la politique. Ce n'est pas pour eux. La politique, c'est servir les autres. C'est un sacerdoce. Donc on ne s'amuse pas avec la vie des autres. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais pire que ça, c'est pas qu'ils s'amusent avec la vie des autres. C'est que tout simplement, ils sont en train de réduire en ayant l'espoir né du 30 août. Parce que l'espoir né du 30 août, c'était de dire que le Gabon est un pays qui est cloisonné. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez fait des études, ou parce que vous avez des compétences, ou parce que vous semblez avoir développé des capacités pour ceci ou cela, que vous pourriez émerger. Si ce cloisonnement, ceux qui sont dans le centre, ne vous intègrent pas, vous n'avez aucune chance. Je ne souhaite pas pour le Gabon qu'avec le désespoir que M. Oligui Nguema est en train de créer, qu'on ait une jeunesse qui va se dire, puisqu'il n'y a aucun espoir, et que tout ce qu'on est en train de nous mettre en place là n'est pas différent de ce qu'on nous faisait avant, mais on va suivre le chemin des autres, on va aller prendre la route pour aller chercher notre raison de vivre, donner un sens à notre vie en allant hors du Gabon. Et ce que fait M. Oligui Nguema prend ce chemin-là, parce qu'on est resté à nouveau dans les nominations, dans tout ce qui est autour des mêmes familles. On attendait, quand on parle de la restauration des institutions, la justice ou la place, M. Oligui Nguema, parce qu'après le coup d'État, les Gabonais étaient contents. Qu'est-ce qu'ils disaient? On va les voir en prison. Ils vont connaître qu'est-ce que c'est que ne pas manger 2 repas, même pas un seul repas par jour dignement. Mais ces mêmes personnes qui étaient avec Ali Bongo, qui se sont engraissées, et entre eux, leur famille et tout, ces mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes que vous retrouvez autour d'Oligui Nguema. On a parlé des morts de 2009 à la première élection d'Ali Bongo. Qui est le président de l'Assemblée nationale? Le ministre de l'Intérieur de cette époque. Je vous propose, c'est un débat riche et évidemment on a encore plein d'autres points à aborder. Je vous propose d'abord de prendre une courte pause, on revient dans un instant. Vous êtes toujours sur Vox Live, merci d'être fidèle à notre émission. Je suis toujours entourée d'Anne-Marie Bendom et de Armand Mouedi. On va poursuivre sur les défis internes, il y a encore plein de thèmes à évoquer, et sur la gestion de la transition politique. C'est un défi. La prochaine étape dans un mois, c'est le référendum. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire, Armand. Est-ce que c'est biaisé à l'avance? Mais déjà, le référendum, la base de le référendum, le premier point qu'ils ont mis en place, c'était le fameux dialogue inclusif. C'était ça, en fait, où ils ont choisi eux-mêmes ceux qui devaient participer. Pour moi, c'était ça déjà le premier élément de faux. Et quand on le dit, ça veut dire que tout ce qui va suivre, c'est faux. On a un référendum qui va se faire en octobre, où tout le monde veut aller sur tout le monde, disons, les partisans de notre très cher excellentisme Oligui veulent aller sur du oui, en sachant que sur ce oui-là, on a de la discrimination. Sur ce oui-là, on a le vivre ensemble qui est balayé du revers de la main. Je pense que même son très cher Omar Bongo et notre très cher Omar Bongo doit se retourner dans sa tombe, parce que du vivant d'Omar, le vivre ensemble était un point extraordinaire. Or là, on a des Gabonais de premier rang, des sous-Gabonais, mais on va sur quoi? Une guerre civile? Donc, je pense que c'est un peu c'est une catastrophe.
de voir qu'on se retrouve face à une situation pareille. Après, on me dira qu'au vu de ce qui s'est passé au départ, tout était déjà écrit. Donc on ne fait que vivre ce qui était prévisible. Mais bon, vous savez, parfois on veut croire, on veut quand même donner du crédit en se disant non, il n'ira pas jusque-là. J'entendais une compatriote qui disait quand elle a vu le projet de constitution, elle s'est dit non, c'est un rêve, c'est une ineptie, ça ne va pas arriver jusque-là. Mais de voir qu'on a des pseudo-députés, disons 160, qui ont voté oui pour que ça passe, à un moment je me dis, on est dans le monde de fou. Anne-Marie, vous partagez ce point de vue, c'est une catastrophe ou est-ce que, au contraire, on pouvait anticiper que ça se passe comme ça Non, mais le scénario a été écrit, tout est biaisé dès le départ. Parce que mon cher compatriote, en parlant du dialogue, le dialogue national inclusif, il oublie de dire qu'après, il y a eu le vote de la loi électorale. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur qui va contrôler les élections. Et il y a très peu de voix les voix qui se sont élevées, qui ont été entendues. Vous voyez, la majorité des éléments qui vont nous conduire au référendum ont été biaisés, comme écrit par avance. Donc, aucune personne ne devait sortir du scénario préécrit. Le dialogue national inclusif, moi je l'appelle le dialogue national exclusif, a été biaisé. On nous amène une loi électorale pour laquelle on n'a pas donné la possibilité à d'autres personnes d'intervenir. Ça a été voté. Là, on sort de la Constitution où on a bien dit que les députés, sénateurs nommés par le système lui-même, c'est-à-dire le système des militaires, ces gens-là n'avaient que le droit de donner des avis motivés. Et que, au final, les fameuses 801 amendements et compagnie, au final, on ne sait même pas si on en tiendra compte, puisque c'est le gouvernement et le CTRI qui doivent décider s'ils vont les inclure ou ne vont pas les inclure. Et c'est avec tous ces éléments-là qu'on va dire aux Gabonais ordinaires, le pauvre qui attendait, qui se disait enfin le pays va aller de l'avant, c'est sur cette base faussée d'avance qu'on va demander au peuple gabonais, eh bien écoutez, allez voter. Et allez voter oui. Pourquoi je le dis? Parce que même avant que le peuple gabonais ne sache exactement qu'est-ce qu'on allait voter, toute la classe politique autour de M. Oligui Nguema, tous ceux qui trouvent aujourd'hui grâce aux yeux d'Oligui Nguema, nous ont demandé au peuple gabonais d'aller voter oui, sans constitution, sans aucun document. Et jusqu'à ce jour, je vous rappelle que la loi électorale, ça, je ne vois pas, je ne sais pas qui l'a aujourd'hui, le fameux dialogue national inclusif, le document final, le vrai, parce qu'on nous dit celui qui se balade dans les réseaux sociaux est faux. La fameuse loi, la fameuse sortie de la loi constitutionnelle qu'on a amenée à l'Assemblée nationale pour faire la Constitution, même ce document sorti dans les réseaux sociaux, on nous a dit que c'était pas ça. Bon, alors, quels sont les vrais éléments qui permettent aujourd'hui aux Gabonais ordinaires, aux simples Gabonais, de se faire une idée sur quoi nous avançons? Dans tous ces éléments, nous sommes que dans du faux. On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est la raison pour laquelle je reste convaincu, une fois de plus, et à la lumière de ce qu'a dit tout à l'heure ma compatriote, que c'est une catastrophe. Ça ne fait qu'appuyer ce point, que c'est une catastrophe. Nous, en tant qu'individus, en tant que parti, puisque je représente aussi un parti, nous disons non. Parce que simplement, ça n'a pas de sens. Non à un super président, un hyper président, parce que c'est juste pas possible d'avoir un hyper président. On s'est battu pour éviter d'avoir un roi. Là, on veut nous imposer un roi. On dit non au fait que ceux qui ont créé le putsch, parce que c'est des putschistes, soient aujourd'hui immunisés. Mais attends, tous les Gabonais sont égaux. Il n'y a pas un Gabonais qui, ayant commis un impair, se retrouve tranquillement gracié. Donc aujourd'hui, on nous demande de signer un chèque à blanc pour des gens qui ont, qu'on le veuille ou pas, même si pour un instant précis, donc du 30 août, ça nous a suscité de la joie, il n'en demeure pas moins que cet acte est illégal. Et donc on ne peut pas aller de dire non, mais c'était illégal, mais
c'est pas possible. C'était illégal au départ, ça reste illégal. Et d'ailleurs, ça remet en cause le fait que une organisation illégale puisse organiser un référendum, puisse organiser, c'est pas possible. On est dans l'illégalité et on veut nous dire, bah, écoutez, c'est illégal, mais comme c'est illégal, bah, on va rester comme ça, on va approuver l'illégalité. Ça veut dire qu'on peut tout faire maintenant aujourd'hui. Donc il n'y a pas que le comité, le fameux comité, je le disais tout à l'heure, le comité de la restauration des institutions. Non, pour moi, ce n'est pas des institutions qui restaurent. C'est des infrastructures qui restaurent. Donc pour moi, c'est le comité de la restauration des infrastructures. Mais pas des institutions. Parce que les institutions, vous savez, on avait une loi fondamentale qui était déjà géniale. C'est juste l'application. C'est juste la volonté. On n'avait pas la volonté. Donc en réalité, changer les choses, changer le texte, c'est pas ce qu'il fallait. Il fallait juste changer les personnes. Changer de mentalité, parce que c'est la mentalité qui fait le défaut au Gabon. Je voudrais réagir justement, pendant qu'on préparait l'émission tout à l'heure, Anne-Marie, vous disiez qu'il fallait aujourd'hui s'assumer et qu'il ne fallait pas prendre une nouvelle veste. Je fais le lien avec ce que vous venez de dire. Hyper-président, est-ce que ça veut dire qu'il s'est un peu perdu dans son rôle aujourd'hui? Moi, je dirais même qu'il ne s'est pas perdu. Parce qu'il faut revenir qui est Oligui Nguema. Oligui Nguema, ce n'est pas péjoratif, ce que je vais sortir. Et Monsieur le Président, vous le prenez pas mal, il a été porteur de sac. Donc, ayant porté le sac de Monsieur Omar Bongo, il a eu vu le temps de voir tout l'appareil, commandant en chef de la garde républicaine. Voilà, la garde républicaine, de voir tout ça. Je crois que pour lui, c'est même un rêve ce qu'il est en train de vivre. Et aujourd'hui, les gens veulent enlever le fait que ce que nous avons reproché à M. Ali Bongo Ondimba, surtout les 5 dernières années, ce que nous reprochons à Mme Sylvia Bongo Ondimba, que je ne défendrai jamais, ce que nous reprochons à Nouridine Bongo Ondimba, qui est aujourd'hui derrière les barreaux, et certaines personnes qui sont avec eux, mais leur travail a servi à qui? Qu'est-ce qui a fait revenir M. Oligui Nguema au Gabon? C'est bien ces gens, ce sont bien ces personnes qui se sont assurées que M. Oligui Nguema va faire en sorte qu'il conserve le pouvoir. Ça a été dit par eux-mêmes, même dans la lettre de M. Ali Bongo. M. Oligui Nguema a été dans la préparation des élections. Il ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas le résultat. Donc, ce monsieur n'est même pas dans l'imitation. Il est dans la jouissance. Il ne croyait même pas, peut-être même pas lui-même, qu'il deviendra un jour ce qu'il est aujourd'hui. Et son comportement aujourd'hui, ce n'est même pas Omar Bongo, parce que j'ai écrit plusieurs fois qu'il était dans l'imitation d'Omar Bongo. Mais Omar Bongo, celui qui imite, ne sera jamais à la hauteur du maître. Il devrait, s'il était conscient de ses lacunes, de ses manquements, de nous sortir le véritable Oligui Nguema. Moi, en tant que Gabonaise, quel est-il? De père et de mère, je voudrais savoir qui est M. Oligui Nguema, parce que j'ai pleuré Omar Bongo Ondimba, donc j'ai travaillé avec lui. Je l'ai pleuré. Je ne veux pas voir sa copie. Je voudrais connaître qui est M. Oligui Nguema. Je voudrais voir comment ce monsieur gère le pays pour lequel il s'est levé un beau matin au risque. Parce que moi, je le retiens néanmoins. Ce n'était pas sûr qu'il a jusqu'au bout, qu'on ne lui tire pas une balle dans la tête. Il faut quand même le reconnaître qu'il a eu le courage de faire ce qu'il a fait. Mais qui est-il réellement? C'est ça le problème aujourd'hui. Je n'ai pas en face de moi un homme d'État. J'ai un imitateur professionnel. Alors on attend l'homme d'État. Ça revient au terme que vous avez exactement. L'illusionniste. C'est quelqu'un malheureusement qui doit vraiment avoir un problème de connaissance de soi. Vous savez, Descartes disait « cogito ergo sum ». La conscience est celle-là qui nous définit. Mais quand vous regardez Oligui Nguema, vous avez l'impression en fait que il ne veut pas, ou sinon soit il a peur, soit il ne sait pas qui il est, mais il se cache derrière une personnalité qui n'est pas. Et malheureusement, vous savez, dans ce cas d'espèce, ça conduit toujours à des situations extrêmement compliquées. Et je ne veux pas prédire des choses compliquées pour mon pays, parce que c'est quand même mon pays. J'appelle simplement à sa conscience.
à revenir à la raison. Parce que de perdre conscience... De quelle façon? Qu'est-ce que vous savez, quand ils prennent le pouvoir dans leur charte, la première des chartes, ils ne devaient pas se présenter à l'élection. Aujourd'hui, tout a changé. Ils posent des actes pour simplement créer son personnage. D'ailleurs, le fameux référendum, c'est quelque chose qui est créé pour lui. Il exclut notamment ceux de la diaspora, parce qu'il a peur. Mais mon cher Oligui, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes des politiciens. Nous ne sommes pas des chefs d'entreprise. Moi, personnellement, je suis un politicien. Je ne suis pas un chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise parce que j'ai appris. Mais dans ma passion, ce n'est pas l'entrepreneuriat, c'est la politique. C'est-à-dire que c'est se mettre au service de la cité. C'est ce que Oligui Nguema ne comprend pas. Quand on fait de la politique, on doit servir. Et lui, ce n'est pas un serviteur. C'est quelqu'un qui veut être servi. Puisqu'il a servi Omar, comme prenait l'exemple, il a servi Omar, il a certainement rêvé qu'on le serve également. Et d'ailleurs, dans ces échanges qu'il a avec la presse, dans ces échanges d'ailleurs les derniers qu'il a eu avec la SEG, ben, l'impression qu'il donne, c'est que je veux qu'on me serve, je veux qu'on m'écoute. Vous me direz que c'est parce qu'il est militaire et que c'est beaucoup plus un rêve de petit enfant. Mais mon cher, c'est la réalité, gérer un pays. On ne s'amuse pas pour gérer un pays. Et là, la situation qu'on a là, c'est simplement parce qu'on a un plaisantin, on a quelqu'un qui veut pas être Oligui Nguema, mais qui veut être quelqu'un d'autre. Il veut être Omar, il veut être je ne sais pas qui, mais il ne veut pas être Oligui Nguema. Et justement, alors, l'un des points que vous évoquiez, c'est la succession. Vous évoquiez presque une pâle copie d'Omar Bongo. Je voudrais justement qu'on aborde le sujet des relations avec la France et l'international. Donc avant le coup d'État, les relations entre le Gabon et la France, elles ont été mises un peu à l'épreuve. Eh bien, comment aujourd'hui le Oligui Nguema, il arrive à naviguer avec cette nouvelle donne géopolitique? Bah, moi, je pense qu'il faut revenir quand on parle de coup d'État au Gabon, je vous rappelle quand même que rien ne se fait au Gabon sans que la France... On a même parfois l'impression que ça veut dire ça commence à Paris, ça finit au Gabon. Donc les relations, si la France a laissé faire, parce que maintenant il est temps qu'on laisse tomber ces petits arrangements, ce langage codé, si la France a laissé le coup d'État se faire, après que M. Emmanuel Macron, soit venu au Gabon pour conforter, donner l'illusion à M. Ali Bongo et à son entourage qu'ils avaient toujours leur appui, comme au bon vieux temps, c'était dans le cadre du On Forest Summit. Tous les Gabonais, beaucoup de Gabonais étaient révoltés, Emmanuel Macron est venu soutenir Ali, alors qu'on était dans un jeu de dupes. Il fallait rassurer ceux qui avaient le pouvoir, qu'on était toujours avec eux. Et derrière, on voyait bien que parce que le Gabon, il y a le Gabon, il y a le Tchad, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire. Ces 4 pays-là, la France ne peut pas accepter de les perdre. Surtout le Gabon. Même si aujourd'hui la base militaire française au Gabon est maintenant devenue une sorte de centre de formation. Les relations entre la France et le Gabon, tant qu'Oligui, c'est pour ça que son premier voyage officiel, qu'il a imposé à la France. Parce que le fameux forum Gabon-France, ce n'était pas la demande de la France. C'est le Gabon qui a voulu absolument, pour montrer que M. Oligui Nguema avait été adoubé par la France. Il fallait qu'il vienne, qu'il soit reçu d'ailleurs sur la page de l'Élysée, l'agenda de l'Élysée. Tout le monde a été à cran parce que jusqu'à presque 16h30 apparaissait pas le fameux rendez-vous, la fameuse rencontre. Et tout le monde était dans ces états. Non, les relations entre la France et le Gabon sont toujours au beau fixe. Il ne demeure pas moins que, on va rester un peu correct, le Gabon est un pays souverain. Et le Gabon est à la recherche des financements. Le Gabon est à la recherche de sa crédibilité à l'international. Un repositionnement vers la Chine, la Russie, par exemple. Oui, le Gabon a droit. Parce que quand on a vu Ali Bongo les derniers jours, les derniers moments, c'était pénible. Il donnait l'image d'un pays
qui était comme lui-même comme un tordu, ne pouvant plus se lever. Et je crois que le fait qu'Oligui Nguema ait fait le coup d'État, que lui-même ait pris le bâton de pèlerin pour aller partout dans le monde et surtout convaincre la France que il pouvait continuer, pouvait lui faire confiance, était indispensable. Et les relations entre le Gabon et la France sont au beau fixe. Ils vont très bien, mais la France n'interdit nullement au Gabon, qui est un État souverain, jusqu'à la preuve du contraire. On a dit indépendance 1960, d'avoir des relations avec d'autres pays comme la Chine, d'où vient de revenir M. Oligui Nguema du sommet Chine-Afrique. Ça n'empêche pas qu'il parte aux États-Unis avec... non, les relations... Il n'y a pas de volonté, comme par exemple au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, de rupture justement avec la France en se tournant vers d'autres partenaires. Je me tourne vers vous, Armand Mouedi. Bon, vous savez, ces dernières années, la France, sous l'ère Macron, a eu quelques déboires en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, au Sahel, le Mali, le Burkina Faso. Vous savez que ces pays-là, comme le Gabon, c'est des précarés, ça reste des précarés, et économiquement et historiquement, l'idée n'est pas de couper les liens. Mais bon, malheureusement, dans le cas d'espèce, on a eu le cas du Sahel, et donc on ne voulait pas perdre le Gabon. L'information du coup d'État était issue de l'Élysée. Mais la volonté affichée de Emmanuel Macron en 2017, quand il est arrivé, c'était de remettre à plat la France-Afrique. C'était de créer un partenariat qui permettrait à l'Afrique de mieux se développer. Donc il y a eu notamment des points sur la restitution, il y a eu une restitution sur des œuvres d'art. Au Bénin notamment. Il y a eu la reconnaissance des crimes de guerre d'Algérie. Donc il y a eu des éléments qui ont été posés par le président Emmanuel Macron. Là, excusez-moi de vous couper, la réconciliation avec le Rwanda, qui a fait que l'OIF a été plus ou moins accordé à la ressortissant de ce pays. Exactement. Donc du coup, depuis 2017, il y a une volonté de l'Élysée de refaire, de restaurer en fait l'image de la France sur l'Afrique. Singulièrement, le Gabon ne reste un pays partenaire. Malgré la situation un peu bancale de la démocratie gabonaise, la France a toujours un œil, on va dire, bienveillant sur ce qui se passe au Gabon. L'idée, c'est qu'on finisse par arriver à une démonstration du peuple. D'ailleurs, le référendum, c'est le test grandeur nature que Oligui doit pouvoir prouver au peuple français, ou sinon à l'Occident, qu'il a le peuple gabonais. Sauf que, comme je l'ai dit tantôt, on a un illusionniste qui sait faire, il a vu faire les caméras, il a vu faire tout le système de communication du PDG. Donc il va utiliser ce même système pour montrer des images, pour dire, voilà, j'ai 50%, voire, comme a fait notre très cher Ali Bongo, 97%, juste extraordinaire. Et donc il va présenter des chiffres pour montrer que le peuple gabonais le soutient, malgré les déboires que l'on sait au pays. Donc la relation avec la France, ça va, tout va bien. On n'a pas de problème. Même si certains, récemment j'ai écouté un Pierre Dureau, qui était le monsieur Tax Force, qui pointait du doigt un peu aux entreprises françaises. Et d'ailleurs, quand Oligui est arrivé, c'était ce dernier qui était avec lui dans les bagages pour essayer de jouer la main forte avec les entreprises. Et donc, on n'a pas tant de problèmes. C'est les mêmes, on va dire, c'est les mêmes stratèges, c'est les mêmes qui sont derrière. Donc, il n'y a pas réellement un changement de paradigme. C'est le même principe. Non, mais dans toute l'Afrique francophone en général, et surtout dans les États où la France était le monsieur principal qui faisait la pluie et le beau temps, on peut dire que c'est catastrophique sous monsieur Emmanuel Macron.
on ne peut pas dire que la politique africaine de M. Macron répondre à quelque chose. Ça fera l'objet d'une émission à part entière. Voilà, il a essayé de faire le haut commissaire, monter une espèce d'institution, je ne sais pas quoi, la diaspora, des trucs comme ça. Tout ce qu'il fait au niveau de l'Afrique, depuis que M. Macron est là, on peut dire que les relations entre l'Afrique et la France sous Macron sont d'une médiocrité à faire pleurer. Et ce n'est pas étonnant qu'on voit aujourd'hui des pays où des gens se sentent le devoir de relever leur pays, de se tourner vers la Russie, de se tourner vers la Chine. Et je dirais même plus loin, aujourd'hui la Turquie, aujourd'hui pour bâtir, pour construire, pour faire beaucoup de choses, parce que comme il y a eu pas mal de choses au niveau des banques avec la Chine, beaucoup de pays se tournent aujourd'hui vers la Turquie et même un peu plus loin. Et la France, dans tout ça, a perdu. Parce que non seulement il y a l'arrogance, c'est vrai que vous allez faire le dossier plus tard. Aujourd'hui en Afrique, moi je suis journaliste, j'ai vu des médias russes venir vers moi, je ne suis pas une grande journaliste, me dire, ben écoutez madame, ce que vous écrivez, nous on le lit, c'est très bien, est-ce qu'on peut vous accompagner ? Les médias français ne s'intéressent pas aux petits gens, ne s'intéressent pas aux jeunes blogueurs, aux jeunes qui s'expriment, ça ne les intéresse pas. Ils sont dans l'entre-soi. Et c'est ce qui a fait que, même au niveau, la France, avec l'histoire des visas, regardez comment toute l'Afrique, pour venir en France, les gens se font bouffer, se font voler. Les visas, c'est devenu comme quelque chose, quand on a un visa pour venir en France, c'est un sésame. Ça, c'est la France sous Macron. Et Macron a insulté les chefs d'État africains. Moi, j'ai été à Montpellier quand il a fait la fameuse... Afrique-France. Voilà quelqu'un qui dit à des chefs d'État qui sont ses égaux, ses homologues. Moi, je ne discute plus avec vous. J'ai décidé que telle personne de votre pays, c'est avec lui que je discute. Mais dites-moi, soyons sérieux, quel est cet étudiant-là qui va décider pour le Gabon ? Quelle est cette grande dame de la diaspora ou ce grand monsieur de la diaspora qui va aller décider pour le Gabon? Ça, ce sont les fautes de la politique française. La politique française, elle a voulu minimiser les États africains. Aujourd'hui, là, le retour. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut dire que la France a beaucoup perdu. Espérons que dans les prochaines élections, je ne sais pas, dans 2 ans, il y aura une autre personne qui aura une autre idée de l'Afrique. C'est ce qu'on veut à la France. Je pense, juste pour ajouter, je pense que le problème de la France, c'est comme disait un philosophe, Feuerbach, on ne pense pas la même manière dans un palais que dans une chaumière. Il y a des choses, pour pouvoir les comprendre, il faut aller sur le terrain. Le problème de Macron, c'est que la difficulté qu'il avait, c'est beaucoup plus le terrain. Il connaissait dans le côté livresque de cette France-Afrique, mais il n'avait pas le terrain, en fait, des pratiques, de comment faire, ce qui fait que derrière, ça causait naturellement des impairs, comme l'exemple évoqué. C'est juste ce problème d'incompréhension, de connaissance de l'Afrique réelle, parce qu'il recevait dans le sommet France-Afrique, où il a mis en place effectivement, il a mis en scène des jeunes, l'entrepreneuriat, il a lancé le principe de l'entrepreneuriat, sauf que chez nous en Afrique, l'entrepreneuriat, elle est extrêmement liée, paradoxalement, à la politique. Elle est liée à la politique parce que chez nous, on fait la politique en forme de clientélisme. On a besoin d'appauvrir les gens pour passer. C'est malheureusement ça en Afrique. Et d'ailleurs, pas juste en Afrique, heureusement. Mais c'est cette connaissance dont il avait besoin. Il a besoin de connaître l'Afrique réelle. Pas juste sur la base d'un livre qu'il aurait lu ou d'un conseiller qui a regardé l'élément sur un reportage. Il est parti sur un mauvais pas. Mais la volonté était là pour changer en fait le regard que pouvaient porter les Africains sur la France. On va évidemment en débattre dans une autre émission. On arrive bientôt au terme de l'émission. Il nous reste très peu de temps. J'ai une dernière question à vous poser. Si on se projette et qu'on parle des perspectives à venir pour le Gabon, je voulais savoir si selon vous, à long terme, est-ce qu'on pouvait croire à un véritable renouvellement de la politique sous Oligui Nguema ou est-ce que le risque, c'est de poursuivre dans cette continuité un petit peu déguisée
dans la continuité du régime précédent finalement? C'est une question vaste pour très peu de temps. Oh, moi j'ai foi en mon pays. J'ai foi à l'espérance du peuple gabonais. Et je crois que le 30 août était un premier pas. Dans toute révolution, dans tout changement, il y a un moment où ça stagne. Les libérateurs peuvent devenir des ocres du jour au lendemain. Mais il n'est pas question d'y renoncer. Moi, j'ai foi en ce pays. Et je crois qu'avec une jeunesse qui n'est plus celle qui était sous Omar Bongo parce qu'elle est connectée au reste du monde. Avec ce qu'ils voient faire les autres, leur façon de vivre, leur espérance qu'on est en train d'essayer de tuer. Et je crois que M. Oligui a fait son coup d'État. Il nous a montré comment il peut gouverner le Gabon. De cette façon-là, on n'en veut plus parce qu'on l'a eu avec Ali Bongo, on l'a eu sous Omar Bongo parce que c'était ça aussi, le clientélisme sous Omar Bongo. Maintenant, aujourd'hui, qu'importe ce qui va se passer, le Gabon va se relever, le Gabon va aller de l'avant et qu'importe ce que mettra M. Brice Clotaire Oligui Nguema, il a armé, mais quelqu'un qui n'a rien, il ira toujours au bout parce qu'il n'a plus rien à perdre. Et je crois que c'est ça que M. Oligui Nguema ne veut pas comprendre. On n'a plus rien à perdre puisqu'on a déjà tout perdu. Autant continuer. Donc, qu'il ne se berce pas d'illusions que tout ce qu'il est en train de faire, on va se laisser faire comme on s'est laissé faire pendant 41 ans sous Omar Bongo, pendant presque 14 ans sous Ali Bongo. Vous avez commencé, nous, on va continuer. Armand Mouedi. Je suis comme ma compatriote. L'idée, c'est pas de vendre le désespoir absolu. Mais je ne crois pas que l'espoir peut se faire avec Oligui Nguema. C'est juste pas possible pour la simple et unique raison que au pied du mur, ce maçon, on le trouve incompétent. Et ça prouve à suffisance qu'on ne peut plus se permettre d'avoir d'autres murs qui ne respectent pas la règle de l'art. Donc on va faire simple. Oligui Nguema, le 30 août, on te remercie, mais s'il te plaît, tu peux passer. Il faut laisser la politique aux politiciens. Retourne à tes missions régaliennes, qui sont les armes et la sécurité, et laisse aux politiciens, à ceux qui ont reçu le talent, le don, parce que beaucoup vont faire des études pour faire de la politique, mais vous savez, la politique, c'est servir. Et c'est un paramètre, malheureusement, qu'on ne décrit pas, qu'on n'interprète pas. C'est quelque chose qui est inné. Et Omar Bongo, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui l'avait en lui. Donc, ce qu'on va demander juste à Oligui Nguema, c'est de sortir de là. C'est de laisser à un Gabonais capable de gérer ce Gabon, parce qu'on a des gros problèmes. Je parlais tout à l'heure des indicateurs de développement humain qui, pour moi, est les éléments les plus importants. La santé, l'éducation, le chômage, la pauvreté, ça, on ne veut plus. Et donc, on ne peut pas avoir des clientélismes, des chefs d'entreprise vouloir mettre en place ce principe-là. Ils n'en ont pas les talents. Donc, non, mais je reste confiant à un Gabon prospère. Talent mais pas avec elle. Excusez-moi, talent ou pas talent, il est général, il est de l'armée, il doit respecter sa parole. Il a dit, je viens restaurer les institutions, après je rends le pouvoir aux civils. Monsieur le chef de l'État, respectez votre parole pour que nous, à notre tour, nous puissions continuer à vous respecter. Vous n'avez pas, dans votre charte, à vous présenter aux élections. Vous nous avez dit que vous venez pour restaurer. Après, vous repartez. Respectez cette parole jusqu'au bout. Et nous, on va continuer. Puisque vous aimez bien qu'on vous aime, on va continuer à vous adorer. Merci pour votre analyse, Anne-Marie Bendom. Merci également à Armand Mouedi de nous avoir accompagnés. On arrive déjà au terme de l'émission. Gabon, le style Oligui Nguema au scanner. C'est ce qu'on a essayé de décrypter pendant 1 heure. Merci à vous, internautes, d'avoir réagi sur les réseaux sociaux. On vous retrouve très vite pour une prochaine émission de Vox Live. Merci. Merci. Merci.